Olivier, Olivia et Henri étaient meilleurs amis à l'université. Après le diplôme, ils ont chacun déménagé dans une ville différente. Ils ne se voient plus très souvent. C'est pour ça que cette année, ils se sont promis de se retrouver pour aller camper. Ils ont réussi à s'organiser. Le jour du départ, ils se sont retrouvés chez Olivia pour des préparatifs de dernière minute. Regarde ce qu'ils prévoient d'apporter et dis-leur s'il y a quelque chose qu'ils devraient laisser à la maison. Un conseil, sois créatif. Regarde, tente, carte, crème et lampe sont tous des mots à 5 lettres. Mais chaise a 6 lettres. Nos amis devraient la laisser à la maison. Les voici prêts à partir. Leur route prévoit la traversée d'une forêt très dense. Les habitants du coin disent qu'un magicien y habite et qu'il n'est pas spécialement amical ni très gentil. Mais nos 3 amis ne font pas attention à ces rumeurs. Tout le monde sait que la magie n'existe pas. Soudain, un mur de feu bloque leur chemin. Parmi les objets que nos aventuriers ont apportés, quels sont ceux qui peuvent les aider à éteindre le feu? Ils peuvent utiliser ce seau pour prendre de l'eau dans cet étang. Mais ce n'est pas suffisant pour éteindre un tel feu. Ce tuyau est inutile, on ne peut l'attacher nulle part. Nos amis devraient plutôt utiliser cette pelle et couvrir le feu de terre. Ils poursuivent leur chemin et il commence à pleuvoir. Ils repèrent une grotte et vont s'abriter à l'intérieur. Mais dès qu'ils entrent, la grotte se referme derrière eux. Ils se retrouvent face à 3 tunnels et seul l'un d'entre eux les mènera vers la liberté. Le premier tunnel est plein de crocodiles qui n'ont pas mangé depuis 2 ans. Dans le deuxième tunnel, il y a un lion qui n'a pas mangé depuis 2 semaines. Le troisième tunnel conduit à un désert ardent. Quel tunnel nos amis devraient-ils choisir? Ils devraient attendre que la température dans le désert tombe la nuit et prendre le troisième tunnel. En ce qui concerne les crocodiles, oui, ces animaux peuvent survivre jusqu'à 2 ans sans manger. Les lions aussi peuvent survivre jusqu'à 2 semaines sans se nourrir. Étrange ce voyage. Olivier, Olivia et Henri sortent de la grotte et se retrouvent encore dans la forêt. Soudain, ils se retrouvent en plein milieu d'une catastrophe naturelle. Quelle catastrophe devraient-ils choisir pour avoir plus de chances de survivre? Une tornade, une inondation ou une tempête d'éclairs? Le seul endroit où ils pourraient s'abriter, c'est cette colline. Mais c'est une très mauvaise idée en cas de tornade ou de tempête d'éclairs. Ça signifie que l'inondation serait la meilleure option. Une fois montés sur la colline, le ciel s'éclaircit et le soleil revient. Nos aventuriers décident de continuer leur voyage. Ils se retrouvent bien vite face à un gros rocher. Impossible de le contourner. Mais Henri remarque quelque chose d'étrange. 2 portes. C'est possible? Soudain, 2 gardes de pierre apparaissent de nulle part. Nos amis comprennent bien vite que l'un des 2 gardes ne sait que mentir et que l'autre ne dit que la vérité. Derrière l'une des 2 portes se trouve un chemin sûr, derrière l'autre se trouve un terrible danger. Les amis ne peuvent poser qu'une seule question aux gardes pour savoir quelle porte choisir. Quelle question devrait-il poser? Si je demandais à l'autre garde quelle porte choisir, qu'est-ce qu'il dirait? Les 2 gardes indiqueraient la porte derrière laquelle se trouve le danger. Le garde qui ment, parce qu'il ment, et le garde qui dit la vérité, parce que c'est ce que répondrait le garde qui ment. Donc c'est l'autre porte qu'il faut choisir. Il y a un long couloir derrière. Nos amis tombent sur une autre porte. Pour l'ouvrir, il faut résoudre un puzzle. Quelle est la pièce manquante ici? Sur quel bouton devrait-il appuyer? Celui-ci. Dans la ligne du dessus,
Le seul élément manquant est un double triangle, et dans la ligne du dessous, il n'y a pas de flèche. Nos amis se retrouvent encore une fois dans une grande grotte. Soudain, ils entendent un bruit. C'est un écoulement. Encore 1 minute et la seule sortie aurait été bloquée. Heureusement, il y a 3 tunnels qui mènent vers l'extérieur. Mais un dragon bloque le premier passage. Il crache du feu en plus. Le deuxième tunnel est plein de cactus vénéneux. Leurs épines sont couvertes d'une substance hautement toxique. Dans le 3e tunnel, nos amis aperçoivent les yeux rouges de loups affamés. Quel tunnel devraient-ils choisir ? Le tunnel avec les cactus. Au moins, ils ne bougent pas. Et si nos aventuriers font attention, ils pourront éviter les épines. Enfin la liberté. Ou pas ? Un homme se matérialise devant nos amis. Il porte une cape noire et un masque. Il a l'air en colère. Vous avez réussi à éviter tous mes pièges. Mais voyons voir si vous survivrez au prochain défi. Soudain, nos amis se retrouvent dans les airs, la tête en bas. Leurs jambes sont attachées. Sur le sol, sous la tête d'Olivier, il y a des serpents venimeux. Sous la tête d'Olivia, il y a un feu. Et sous la tête d'Henri, il y a des scorpions. Comment vont-ils pouvoir s'enfuir ? Il commence à pleuvoir. La pluie éteint le feu qui se trouve sous Olivia. Regarde, elle a un couteau sous sa ceinture. Elle peut se libérer et aider Olivier et Henri. Nos aventuriers sortent le plus vite possible de la forêt. Après tout, il commence à faire noir, mais impossible de se repérer. Soudain, Olivia pousse un cri. Elle remarque un homme caché dans les buissons qui les observe. « Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas de mal. Je veux vous aider à sortir de cette forêt, mais vous devrez résoudre quelques énigmes. » Difficile de refuser. Aidez-moi à trouver la réponse. S'il pleut à minuit, est-ce que je peux m'attendre à ce que dans 72 heures, il y ait du soleil ? Non, répond Olivia. Dans 72 heures, il fera nuit. L'homme ramasse ensuite 3 longs bâtons. Comment on fait 4 alors que j'en ai 3 ? Henri trouve immédiatement la réponse. Il pose les bâtons comme ceci sur le sol. Voilà, l'énigme suivante. J'ai une suite de lettres U, D, T, Q, C, S, S. Quelles sont les lettres suivantes de cette séquence ? Olivier devine très vite. Ce sont les lettres H, N, D. Il s'agit en effet des premières lettres des numéros de 1 à 10. L'homme n'a toujours pas fini avec ses énigmes. Il y a un pont de 2 km de long. Il ne peut porter que 2 tonnes à la fois. C'est précisément le poids du camion qui le traverse. Le camion arrive au milieu du pont et s'arrête. Soudain, un colibri se pose sur le véhicule. Le pont va-t-il s'effondrer ? Olivier comprend tout de suite le truc. Le pont ne va pas s'écrouler puisque le camion a déjà utilisé de l'essence pour arriver jusqu'au milieu. Il pèse donc moins de 2 tonnes à présent. Le poids du colibri ne fera aucune différence. Maintenant, vous devez m'aider à récupérer quelque chose qui m'appartient, dit l'homme. Les amis remarquent un bassin carré au milieu des arbres. Au milieu de ce bassin, il y a une île avec le coffre d'un trésor.
Tout autour de l'île, des requins affamés nagent en cercle. L'île est à 3 mètres de tous les bords du bassin. Les seuls objets dont nos amis puissent se servir sont 2 planches en bois de 2,7 mètres de long. Comment récupérer le trésor? Ils doivent placer les planches comme ceci. Enfin, l'homme paraît satisfait. Il montre à nos aventuriers le chemin pour sortir de la forêt. Mais où vont-ils aller ensuite? Ils sont un peu perdus. Après avoir erré pendant quelque temps, ils se retrouvent face à un carrefour. Malheureusement, les panneaux sont tombés. Olivier les ramasse et lit. Vers la forêt magique, vers la côte, vers la ville de Blanche-Baie. Comment peuvent-ils choisir le bon chemin? Nos amis savent parfaitement de quel côté se trouve la forêt magique. Ils remettent en place le panneau et ils savent par où aller. Hey Sherlock, on a du travail pour toi. Es-tu prêt à affiner tes compétences d'analyse? Super, c'est parti. Un jour, Lily, qui est agent immobilier, fait visiter un appartement luxueux à une famille aisée. Cette famille aime tout dans l'appartement, à l'exception d'une chose. Le logement est doté d'immenses fenêtres allant du sol au plafond, et ils craignent que quelqu'un ne brise accidentellement une vitre et ne tombe à l'extérieur. Lily tient vraiment à vendre cet appartement de grand standing. C'est pourquoi elle décide de prouver que la vitre est incassable. Elle court jusqu'à la fenêtre pour la frapper à pleine vitesse. La vitre ne se brise pas, mais Lily tombe par la fenêtre et doit être transportée d'urgence à l'hôpital. Comment cela a-t-il pu se produire? Le verre ne s'est pas brisé, il est simplement sorti de son cadre. Un jour, l'inspecteur Morris décide de se promener dans le parc. Au milieu de sa promenade, il reçoit un appel de son coéquipier. Il s'avère qu'une énorme montagne de plastique entassée à la périphérie de la ville a disparu pendant la nuit. Le détective se précipite sur place et devine quoi? L'information était vraie. Mais le plus étrange, il n'y a pas de traces de pneus ou d'autres marques autour de l'endroit. Mais alors, comment le voleur a-t-il pu transporter autant de plastique sans utiliser de véhicule? Soudain, l'inspecteur Morris remarque d'étranges traces de pas. Peux-tu aider notre homme à comprendre à qui elles appartiennent? Ce ne sont certainement pas des empreintes humaines. Elles pourraient appartenir à un animal ou à une autre créature. On dirait que le mystère s'épaissit. L'inspecteur Morris erre dans la ville pendant des heures, à la recherche d'indices. Bientôt, son partenaire l'informe de la disparition d'un autre tas de plastique. Sur la scène de crime, l'inspecteur retrouve les mêmes traces de pas. L'experte à qui il demande d'examiner les photos et les échantillons lui répond que les empreintes ne correspondent à aucune autre dans sa vaste base de données. Elle suggère même qu'elles pourraient appartenir à un extraterrestre. Mais pourquoi les extraterrestres auraient-ils besoin de notre plastique? Morris décide d'empêcher le prochain méfait. Il se rend à nouveau à la périphérie de la ville et repère 2 tas d'ordures. Regarde-les attentivement. Lequel des deux pourrait être dérobé par des extraterrestres? Ils seront certainement plus intéressés par la pile de gauche. Il y a trop d'objets en fer dans celle de droite. Mais nos extraterrestres recherchent du plastique et la pile de gauche en regorge. L'inspecteur Morris décide de prendre les extraterrestres en flagrant délit. Au bout d'une heure, notre homme remarque qu'un vaisseau spatial atterrit non loin des tas d'ordures. Un extraterrestre en sort et téléporte le tas qui contient tout le plastique dans le vaisseau. L'inspecteur Morris est stupéfait, mais il n'a pas le temps de paniquer. Une petite porte est ouverte sur le côté de la soucoupe volante. Il se faufile à l'intérieur. Il a à peine le temps de regarder autour de lui qu'une sirène se met à retentir. Oh non! Ils vont décoller? L'inspecteur se précipite vers la porte, mais elle est déjà verrouillée. Heureusement, Morris remarque une équation mathématique sur le mur. On dirait qu'elle était faite d'allumettes. 5 plus 7 égale 2. Mais la réponse est complètement fausse. Après s'être un peu creusé la tête, le détective comprend qu'il ne peut déplacer qu'une seule allumette pour corriger l'équation. Comment faire?
L'inspecteur Maurice déplace cette allumette et obtient 9 - 7 = 2. La porte s'ouvre et notre héros prend ses jambes à son cou. Mais le mystère principal demeure sans réponse. Pourquoi ces extraterrestres avaient-ils tant besoin de notre plastique? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Regarde ces 6 verres. Les 3 premiers sont remplis d'eau, tandis que les 3 autres sont vides. Comment peux-tu les disposer de façon à ce qu'ils s'alternent dans un schéma plein-vide-plein, sachant que tu ne peux déplacer qu'un seul verre? Prends le 2e verre et verse l'eau dans le 5e. Et voilà le travail. Tu as maintenant 7 invités à ta fête d'anniversaire. Ta tâche consiste à trouver comment découper ton gâteau d'anniversaire parfaitement rond en 8 parts égales en effectuant seulement 3 coupes. Tout d'abord, tu dois couper ton gâteau verticalement au milieu pour le diviser en 2 parties égales. Répète le même processus, mais cette fois-ci en pratiquant une coupe horizontale. Tu obtiens ainsi 4 tranches. La 3e et dernière coupe doit traverser le gâteau latéralement. Et voilà, tu as 8 tranches égales. Regarde les lignes du bas et essaye de trouver laquelle est la suite de la ligne du haut. C'est cette ligne à gauche, tu vois? Tu as été kidnappé par un savant fou qui entend bien tester sur toi sa nouvelle crème protectrice. Après t'avoir enduit de cette lotion, qui ne t'inspire absolument pas confiance, il te propose de choisir l'un des 3 conteneurs dans lesquels il te jettera ensuite. L'un des conteneurs est rempli de déchets radioactifs. Le 2e baril contient un acide capable de ronger le métal. Et le 3e est rempli de lave, provenant du plus grand volcan de la planète, qui est entré en éruption il y a 1 an. Quel conteneur ferais-tu mieux de choisir? Choisis plutôt le bidon contenant de la lave. Si le volcan est entré en éruption il y a 1 an, celle-ci ne doit déjà plus être qu'un tas de cailloux. Regarde ces prisonniers. Peux-tu deviner lequel est venu du futur? C'est le type du milieu. Contrairement aux 2 autres hommes, qui sont habillés à la mode du passé, ils portent des vêtements modernes et des baskets stylées. Un terrible virus s'est échappé d'un laboratoire, et maintenant, tous les animaux et les plantes de la Terre mutent à une vitesse effarante. Tu as bien essayé de trouver une solution, mais tu te retrouves piégé dans le laboratoire où tout a commencé. Il y a 3 portes par lesquelles tu peux t'échapper, mais derrière la première se cache une bande de terribles cactus mangeurs de chair. La 2e porte abrite des centaines d'abeilles venimeuses. Et la 3e porte est la seule chose qui te protège d'une attaque de monstres semblables à des dragons cracheurs de feu. Quelle est la porte qui te mènera à la liberté ? Tu peux t'en sortir vivant si tu choisis la première porte. Même si ces cactus dévorent les chairs, ils restent des plantes et ne peuvent pas bouger. Tu peux donc facilement les contourner. Tu es coincé dans une pièce qui se remplit de toujours davantage d'eau provenant d'un robinet dans le mur. Il n'y a pas de fenêtre dans la pièce et la porte est bloquée. Tu as une serpillière et un grand seau. Que peux-tu faire pour survivre? Eh oui, tu n'as pas trop de choix dans cette énigme. Alors réfléchis à ta propre façon de t'extirper de cette situation. Tes chances de survie sont bien plus élevées que tu ne le penses. Il suffit de fermer le robinet. Nathan est venu rendre visite à son ami Zachary qui travaille dans un musée. Regarde ce que j'ai. Un manuscrit d'une valeur inestimable, écrit il y a plus de 1000 ans. Zachary feuillette le manuscrit et comprend que son ami s'était fait avoir. Y a-t-il quelque chose d'étrange dans ce texte ? Lorsque nous parlons des dates antérieures à notre ère, elles doivent être présentées dans l'ordre inverse. Le texte correct serait le suivant. Le roi Alfred V a régné sur le pays de 1320 à 1290 avant notre ère. Méchant t'a attrapé et te laisse maintenant choisir la cage dans laquelle il te gardera prisonnier. Tu ne pourrais sortir de la cage que par l'ouverture qui se trouve au plafond. Mais au-dessus de la première cage, il y a un nid de serpents venimeux.
de l'eau bouillante se trouve en équilibre au-dessus de la seconde cage. Et sur la troisième cage, un lion affamé est étendu. Quelle cage devrais-tu choisir pour pouvoir t'échapper lorsque ton ravisseur sera assoupi ? Choisis la seconde cage, car l'eau finira bien par s'évaporer, et tu pourras alors en sortir sans aucun problème. Tu es enfermé dans une petite pièce sans fenêtre, et avec une seule porte. Pour sortir de là, il te faut résoudre cette équation. 1, 2, 3, égale 5, 3, 2, 1, égale 9, 2, 1, 1, égale 4, 1, 1, 2, égale 3, 1, 3, 2, est égal. Combien de temps te faut-il pour trouver le moyen de t'échapper ? La solution réside dans l'addition des deuxième et troisième chiffres et la multiplication de la somme par le premier chiffre. Prenons la première équation, 1, 3, 2 égale 5. 2 plus 3 égale 5. 1 fois 5 égale 5. Assurons-nous que ça marche. 3, 2, 1 égale 9. 2 plus 1 égale 3. 3 fois 3 égale 9. La réponse que nous recherchons est donc à nouveau 5. 3 plus 2 égale 5. 1 fois 5 égale 5. Voyons maintenant si tu es capable de sortir des sentiers battus. Quelques rébus feront l'affaire. Essaye de résoudre celui-ci. Marine, V. Il s'agit de la vie sous-marine. Que penses-tu de celui-ci ? Midi. Bon. C'est bon après-midi. Et on passe à la suivante. Je te donne un indice. Fais attention à la disposition des lettres. M-O-N. T-O. Penses pouvoir trouver la solution ? C'est un mont en l'air. Quel mot ou quelle expression vois-tu ici ? Un. Il s'agit d'un 4-1. Concentre-toi. Je pense que tu peux résoudre cette énigme. 4 manches, 6 manches, 8 manches. Eh bien, il s'agit d'une sacrée paire de manches. Essaye de comprendre celui-ci. Ou de N. C'est une formule 2 en 1. Bien joué. Monsieur Carter, un homme riche qui collectionne les antiquités, demande à l'inspecteur Morris de lui rendre visite. À l'arrivée du détective, le collectionneur lui dit « Je viens de recevoir une statuette précieuse, mais je dois m'absenter pour affaires pendant 1 semaine. Et j'ai peur que quelqu'un ne s'introduise chez moi. Bien sûr, la statuette est assurée, mais tout de même, l'inspecteur Morris a d'autres choses urgentes à faire, mais il promet de revenir dans la soirée pour trouver une solution. » Mais lorsqu'il arrive plusieurs heures plus tard, Monsieur Carter est désespéré. « J'ai conduit ma sœur chez le médecin et je me suis absenté pendant 1 heure ou 2. Mais quand je suis revenu, la statuette n'était plus là. » L'inspecteur Morris ne croit pas le collectionneur. Pourquoi ? Lorsqu'il a quitté la maison dans l'après-midi, il a remarqué qu'une pomme se trouvait à la gauche du portail. Et elle est toujours là. Or, pour qu'une voiture puisse passer, il faut que les 2 parties du portail soient ouvertes. Cela signifie que Monsieur Carter a menti en disant qu'il avait quitté sa maison en voiture. Plusieurs lingots d'or ont été dérobés dans une banque. La police a bien quelques soupçons, mais lorsque les policiers arrivent au domicile du principal suspect, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié d'apporter un mandat. L'homme leur dit qu'il ne les laissera pas perquisitionner sa maison. Revenez avec un mandat et on pourra discuter. 1 heure plus tard, les policiers reviennent avec les documents nécessaires. Ils fouillent minutieusement la maison et retournent le jardin, mais ne trouvent pas l'or. Soudain, l'un des policiers s'exclame « Je sais où il a caché le magot. Toi aussi, tu as trouvé ?»
L'or est dans la piscine. Lorsque la police a rendu visite à notre homme pour la première fois, le niveau de l'eau était beaucoup plus bas. Un tableau très célèbre a disparu d'un musée. Plus tard, la police réussit à le retrouver. Mais il y a un problème. On ne retrouve pas un, mais 3 tableaux. Un seul d'entre eux est l'original. Les 2 autres ne sont que de vulgaires copies. Peux-tu aider la police à déterminer quel est le tableau d'origine ? C'est celui dont le cadre est marron. Regarde, tous les cadres du musée ont été fabriqués dans le même style. Tu as été admis à la meilleure des écoles de sorcellerie. L'un des cours que tu dois suivre porte sur la métamorphose en animaux. 3 professeurs enseignent ce cours. Chacun d'entre eux s'est spécialisé dans la transformation en un certain animal. Regarde tes professeurs et essaie de deviner en quel type d'animal chacun d'entre eux se transforme. As-tu remarqué que le premier professeur avait la langue fourchue ? Il doit se métamorphoser en serpent. Le deuxième professeur, quant à lui, a une queue de lion. Ce doit être l'animal en lequel il se transforme. Et le troisième professeur a des griffes d'ours. Nul doute qu'il doit se transformer en grizzly. On connaît quelque chose qui est capable de stimuler ton cerveau plus efficacement que le café. Eh oui, il est temps d'aller chercher ta loupe de détective. Oh my god. Regarde attentivement cette image. Qu'est-ce qui cloche ici ? Chacune de ces 4 personnes a une part de pizza à la main. Mais il ne manque que 3 morceaux dans la boîte à pizza. Tu as 3 bocaux qui sont tous mal étiquetés. Un bocal est rempli de pommes, un autre d'orange et le troisième d'un mélange de pommes et d'orange. Tu es autorisé à prélever autant de fruits que tu le souhaites dans chaque bocal pour corriger l'étiquetage. Quel est le nombre minimum de fruits que tu dois prélever ? Et dans quels bocaux pour être sûr que les contenus correspondent aux étiquettes ? Penchons-nous sur le scénario suivant. Tu choisis un fruit dans le bocal étiqueté pommes et oranges et tu obtiens une pomme. Cela signifie que le bocal devrait être étiqueté pomme. Dès lors, le bocal étiqueté orange devrait être étiqueté pommes et oranges, car il ne peut pas seulement contenir des oranges, et nous avons déjà notre bocal à pommes. Le même scénario s'applique si c'est une orange que tu trouves dans le bocal étiqueté pommes et oranges. Il suffit donc de prendre un fruit dans le bocal pommes et oranges, pour étiqueter correctement tous les bocaux. Un jour, un agriculteur a mis au défi un ingénieur, un physicien et un mathématicien de clôturer la plus grande surface possible en utilisant le moins de clôture possible. L'ingénieur a façonné sa clôture en forme d'un grand cercle et a déclaré qu'il s'agissait de la méthode la plus efficace. Le physicien a fait une longue ligne et déclaré que clôturer la moitié de la Terre était la meilleure solution. Le mathématicien s'est moqué d'eux et a montré sa conception, qui a battu celle des autres. Qu'a-t-il fait ? Le mathématicien s'est entouré d'une petite clôture circulaire et a déclaré qu'il se tenait à l'extérieur. Tous les jours après le travail, Jack arrive à la gare à 17h. Sa femme part de chez elle en voiture pour le rejoindre à 17h précise, le récupérer et le ramener à la maison. Un jour, Jack arrive à la gare avec 1 heure d'avance et commence à rentrer à pied. Il continue de marcher jusqu'à ce qu'il croise sa femme venue le chercher. Ils arrivent à la maison 30 minutes plus tôt que d'habitude. Combien de temps Jack a-t-il marché ? La meilleure façon d'aborder ce problème est de le considérer du point de vue de l'épouse. Son trajet aller-retour a été réduit de 30 minutes, ce qui veut dire que chaque étape de son trajet a été réduite de 15 minutes. Cela signifie que Jack a dû marcher pendant 45 minutes. Logan est un agent spécial qui tente d'attraper un génie du crime. Après de longs mois d'enquête, il découvre enfin la planque du criminel. Mais la porte est verrouillée. Sans grande surprise, Logan aperçoit un écran à côté de l'entrée. Il le touche et l'écran s'allume. Ce doit être une énigme. Et notre agent spécial doit la résoudre pour entrer. Ajoute une ligne pour que ceci soit correct.
9h, 50 équal sign, I Ohio. Logan parvient à résoudre l'énigme en un rien de temps. Quelle est la réponse? « 9h50, equal sign, I Ohio. 9h50, equal sign, 10h moins 10. La porte s'ouvre et notre homme pénètre dans un couloir obscur. Après avoir marché un certain temps, Logan remarque une autre porte. Ah, encore une serrure à combinaison. Notre héros aperçoit également un calendrier accroché au mur. En bas, il y a plusieurs lettres. LVM. Après avoir fait le rapprochement, l'agent spécial trouve le code secret. Quel est-il? Il s'agit de 153. Les lettres représentent les jours de la semaine. Lundi, vendredi et mercredi. Le lundi c'est le premier jour, le vendredi est le 5e et le mercredi est le 3e. Regarde ces deux familles. L'une d'entre elles est bidon. Qu'en penses-tu? La famille de droite a des habitudes alimentaires bizarres. Elle laisse son fils manger tout le gâteau à lui tout seul. Mais peut-être ne se soucie-t-il tout simplement pas d'une alimentation saine? La famille de gauche, en revanche, semble bien sous tout rapport. Mais as-tu repéré un port USB caché par le collier que porte la mère de famille? C'est un robot. Et toute cette histoire de famille n'est qu'une vaste supercherie. Maintenant, regarde ces prisonniers. Lequel a le plus de chances de s'échapper? Ah! On t'a bien eu! Ni l'un ni l'autre ne sont prêts de sortir. Celui de droite sera immédiatement stoppé par le gardien de prison, tandis que celui de gauche se retrouvera face à ses chiens patibulaires. Et parmi ces jeunes filles, laquelle manque de bon sens? C'était une autre question piège. Aucune des deux n'est vraiment le couteau le plus affûté du tiroir. Celle de gauche s'apprête à poster une photo de sa carte de crédit sur les réseaux sociaux. Et celle de droite va partager les informations de sa carte d'identité et de son billet d'avion avec ses followers. C'est incroyablement risqué. C'est le jour de la rentrée des classes. Et le portefeuille du directeur a disparu. Il y a 3 suspects. Le jardinier, le professeur de mathématiques et le coach de sport. Voici ceux qu'ils ont déclarés. Le jardinier était en train de tondre la pelouse. Le professeur de maths corrigeait le contrôle surprise qu'il avait donné à ses élèves. Et le coach de sport s'entretenait avec de nouveaux élèves désireux de rejoindre l'équipe de football de l'école. Qui a pris le portefeuille? C'est le professeur de mathématiques. Personne ne fait d'examen surprise le jour de la rentrée. Regarde ces femmes. Peux-tu deviner laquelle n'est pas vraiment enceinte? C'est la femme de droite. Son ventre a une forme étrange. Et quelque chose semble bouger sous ses vêtements. C'est plutôt flippant. Un jour, l'empereur demande à son plus fidèle général ce qu'il choisirait si on lui offrait la justice ou beaucoup d'or. « Je choisirais l'or !» répond le général sans hésiter. L'empereur est déconcerté. « J'aurais été déçu, même si c'était le choix d'un humble mendiant, » répond l'empereur. « Mais venant de toi, ce n'est pas juste une déception. C'est absolument consternant. » Mais le général justifie sans problème sa réponse à l'empereur bouleversé. Que lui dit-il ? Il déclare que les gens demanderont généralement ce dont ils sont privés. « Sous le règne de votre majesté, ajoute-t-il, la justice est garantie à tous. Mais je suis très dépensier et toujours à court d'argent. C'est pourquoi j'ai dit que je choisirais l'or. » La réponse satisfait l'empereur, qui retrouve tout son respect envers le général. La police arrive tôt le matin dans une station de ski. Dans la nuit, quelqu'un a attaqué le directeur de l'hôtel, qui a été transporté à l'hôpital, toujours inconscient.
La police soupçonne 3 personnes. Lara, James et Arthur, arrivés la veille. Les policiers ont inspecté leur chambre et voici ce qu'ils ont trouvé. Regarde attentivement ces éléments et essaye de comprendre qui a attaqué le gérant. C'est Arthur. Regarde, il n'a pas de vêtements chauds, ce qui signifie qu'il n'est pas venu ici pour skier. Allison est Sodas, la grande patronne d'une entreprise multinationale. Un jour, alors qu'elle se rend à une réunion importante, elle remarque que les documents dont elle a assez besoin n'ont pas été imprimés. Elle a pourtant demandé à au moins 3 de ses subordonnés de le faire. Yann dit qu'il rentre tout juste du supermarché parce qu'il n'y avait plus de café en grains. Robert prétend qu'il a été extrêmement occupé à rédiger un nouveau contrat. Et Alice répond qu'elle était dans la cuisine, en train de préparer des encas et du café pour la réunion. Qui a réellement oublié de faire son boulot et invente des excuses au dernier moment. C'est Alice. Il n'y a pas de café au bureau. Alors comment aurait-elle pu en faire? Monsieur Hudson, qui est un riche homme d'affaires, est atteint d'une grave maladie et séjourne dans le meilleur hôpital de la ville. Il est traité avec des pilules inventées par un professeur excentrique qui travaille ici. Monsieur Hudson se sent de mieux en mieux et s'apprête à sortir de l'hôpital. Mais un matin, on le retrouve dans un état critique. La police a 4 suspects. La femme de ménage, l'infirmière, l'assistante de l'homme d'affaires, ainsi que le professeur. La femme de ménage affirme que Monsieur Hudson aimait que sa chambre soit bien propre et qu'elle venait donc la nettoyer tous les jours. L'infirmière déclare qu'elle faisait des injections à Monsieur Hudson tous les matins et qu'ils étaient même devenus amis. Le professeur est très contrarié. Sa maladie était complexe, mais nous avons accompli de tels progrès. Et il a fallu que tout cela arrive. L'assistante, pour sa part, répond que son patron lui a demandé de lui apporter chaque jour ses friandises préférées. Ce qu'elle a fait. Peux-tu trouver la cause de l'aggravation de l'état de santé de Monsieur Hudson? C'est l'infirmière. Monsieur Hudson était traité avec des pilules spéciales. De quelles injections parle-t-elle? Harrison rentre chez lui lorsque quelqu'un lui jette une pierre qui l'assomme sur le cou. Lorsqu'il revient à lui, il se retrouve dans une pièce avec 4 portes et une minuscule fenêtre. Il ouvre la fenêtre, mais elle est trop petite pour qu'il puisse s'y glisser. Soudain, notre homme aperçoit un morceau de papier sur le sol. Il s'agit d'une note qui dit « Une seule porte mène à l'extérieur. Les 3 autres portes ne mènent nulle part. Tu ne peux essayer d'ouvrir qu'une seule porte et seulement une fois. Si tu n'y parviens pas, toutes les portes seront verrouillées à jamais. » Harrison réfléchit un moment et fait le bon choix. Comment a-t-il trouvé la porte dont il avait besoin? Il a ouvert la fenêtre, ce qui a créé un courant d'air. Notre héros n'a plus eu qu'à se pencher sur les différents trous de serrure pour sentir l'air frais qui s'échappait de l'un d'eux. C'était la porte qui menait à la liberté. L'inspecteur Cooper se reposait dans une station balnéaire lorsqu'un accident désagréable s'y est produit. Quelqu'un a poussé la vieille Madame Stevenson dans la piscine alors qu'il n'y avait personne autour. Mais ce quelqu'un ne savait pas que cette dame était autrefois la meilleure nageuse de son université. Et qu'elle n'a jamais cessé de s'entraîner. Il ne lui a donc pas été difficile de traverser la piscine et de remonter de l'autre côté. Cooper demande à la dame si elle a vu son agresseur. Elle lui dit que non. Mais elle est sûre qu'il s'agit de quelqu'un qui savait qu'elle venait de recevoir un énorme héritage. La détective doit questionner 3 personnes. Il s'agit de Terry, le fils de Madame Stevenson, de sa petite-fille Gloria et de sa nièce Judy. Terry déclare « Ces derniers temps, j'ai été très occupé. Quelque chose d'urgent s'est produit au travail. Je n'ai même pas le temps de quitter ma chambre pour aller manger. » Gloria demande à Cooper de garder son secret. Elle sort avec un serveur rencontré dans un café de la plage. Si sa famille l'apprenait, elle serait furieuse. Et Judy dit à Cooper qu'elle a pris sa voiture pour aller faire du shopping dans le centre-ville. Qui ment? C'est Terry. Il a l'air d'avoir pris un coup de soleil. Mais comment est-ce possible s'il n'a pas quitté sa chambre depuis des jours?
Jason a acheté une magnifique bague pour sa petite amie. Il compte la demander en mariage pendant le week-end. Il laisse donc la bague sur son bureau à la maison et part travailler. Mais lorsqu'il rentre le soir, il ne trouve plus la bague. Seules ses 3 sœurs étaient à la maison ce jour-là. Et aucune d'entre elles n'apprécie sa petite amie. Il interroge chacune d'entre elles. Mia était dans sa chambre. Elle dit y avoir passé la journée à repeindre les murs. Emily était dans la cuisine. Elle répond qu'elle y a préparé un gâteau d'anniversaire pour son amie. Et la plus jeune, Nora, se trouvait dans le jardin. Elle a dit qu'elle plantait des roses. Jason ne met pas longtemps à comprendre qui a pris la bague. Sais-tu de qui il s'agit ? C'est Nora. Elle a l'air trop bien apprêtée pour une personne qui a prétendument passé toute la journée dans le jardin. De plus, elle n'a pas d'outils de jardinage. Le meilleur joueur de l'équipe de volley-ball de Julien a disparu juste avant le match. Les principaux suspects sont 3 joueurs de l'équipe rivale. Jackie déclare « Je reviens de la salle de sport. Je m'échauffais avant la compétition. » Léo, pour sa part, a dû aller chercher sa femme et sa fille à l'hôpital. Et Roger prétend qu'il s'est fracturé le tibia et que le médecin de l'équipe lui faisait un massage. Qui se cache derrière la disparition du joueur ? C'est Roger. Se faire masser quand on a la jambe cassée ? Sérieusement ? Peux-tu trouver la solution de ce rébus ? La réponse est bien sommaire. L'inspecteur Bright est assis dans son bureau lorsque son téléphone retentit. Richard Brooks, un bijoutier, lui annonce qu'il vient d'être cambriolé. Bright se rend immédiatement à la boutique et M. Brooks lui explique ce qu'il s'est passé. « J'ai passé toute la matinée à montrer des bagues en diamant à un homme vêtu d'un costume gris. Il était extrêmement poli et en savait beaucoup sur les diamants. Lorsque j'ai baissé les yeux pour attraper la bague la plus chère du magasin, j'ai senti que quelqu'un me frappait à la tête. Je suis tombé en avant et lorsque je suis revenu à moi, le type était parti. Bright n'a pas besoin de poser d'autres questions. Au lieu de cela, il rédige un rapport disant que M. Brooks n'a jamais été cambriolé. À vrai dire, il semblerait qu'il ait tout simulé. Regarde la scène. Comment Bright en est-il arrivé à cette conclusion ? Si M. Brooks était tombé en avant, le poids de son corps aurait brisé la vitrine qui se trouvait devant lui. Et regarde, il n'y a même pas une éraflure. Le lendemain, Bright se rend au travail en voiture lorsqu'il est soudain percuté par une Chevrolet rouge. Le coupable prend la fuite assez rapidement, mais notre détective parvient à apercevoir la plaque d'immatriculation de la voiture, qui commence par 62. De retour au commissariat, Bright pense avoir retrouvé le propriétaire du véhicule, un certain M. Newton. Le détective se rend à son domicile accompagné d'une patrouille de police et remarque immédiatement une Chevrolet rouge avec une plaque d'immatriculation 62 dans la cour. Sauf qu'il n'y a aucun signe de collision. Bright interroge le suspect, mais M. Newton déclare « Je jure que ce n'était pas moi. Je n'ai pas quitté la maison depuis 2 jours et je ne peux pas me servir de ma voiture puisque j'ai perdu les clés il y a 1 semaine. » Bright s'approche du véhicule et s'appuie sur le capot pour regarder à l'intérieur de l'habitacle. Immédiatement, il rétorque « Je sais que vous mentez. Comment Bright peut-il en être aussi sûr ? » L'inspecteur a employé la méthode la plus simple pour savoir si une voiture a été utilisée récemment. Il a vérifié la température du moteur. Le capot étant encore chaud, cela montre que M. Newton lui ment. Au cours du mois de décembre, un gang de cambrioleurs sévit à Bretonville. Ils se déguisent en Père Noël et s'introduisent dans les maisons par les cheminées. Ils fourrent tous les objets de valeur dans leur hotte de Père Noël et ressortent directement par la porte. Lorsque les voisins les aperçoivent, ils pensent simplement qu'il s'agit du véritable Père Noël. Finalement, la police parvient à attraper toute la bande. Cependant, l'un d'entre eux prétend qu'il est l'authentique Père Noël et qu'il ne devrait pas être condamné pour des crimes qu'il n'a pas commis. L'inspecteur Bright est convoqué pour s'occuper de l'affaire, parce qu'il a déjà vu le vrai Père Noël une fois quand il était encore enfant. Il se souvient que c'était un homme de taille moyenne, qu'il portait un manteau à 6 boutons, avec une poche sur la droite. Il se souvient également que la boucle de ceinture du Père Noël était carrée. Regarde ces images du poste de police.
Peux-tu déterminer qui est le vrai Père Noël? C'est le deuxième en partant de la droite. Il correspond parfaitement à la description qu'en a fait Bright. Il pleut lorsque l'inspecteur Bright décide de se rendre en voiture à la salle de sport. À mi-chemin, une femme l'arrête et lui demande de l'aide. Elle lui dit que quelqu'un a heurté sa voiture avant de s'enfuir. Lorsque le détective jette un coup d'œil aux alentours, la seule personne à proximité est un homme qui s'affaire à réparer son pneu. La dame affirme que c'est bien la voiture qui a tamponné la sienne. Mais quand Bright décide de confronter l'homme, celui-ci réplique que cela ne peut pas être vrai, puisqu'il était occupé à réparer sa voiture pendant tout ce temps. Peux-tu deviner qui ment? C'est le type qui répare sa voiture. La pluie vient de commencer, ce qui signifie que s'il réparait sa voiture pendant tout ce temps, le sol en dessous d'elle aurait été sec. Mais, regarde, il est trempé. Cela signifie qu'il vient tout juste d'arriver et que c'est lui qui est à l'origine de l'accident. Le lendemain, l'inspecteur Bright quitte le domicile de sa petite amie pour se rendre directement à son bureau. Comme il est en retard au travail, il ignore plusieurs panneaux stop sur son trajet. Une voiture de police passe devant lui au moment précis où il emprunte un sens interdit, mais les policiers ne l'interpellent pas. Pourquoi donc ? Parce que le détective ne se déplace pas en voiture mais à pied. C'est évident, non? Le lendemain, vers 8 heures du matin, l'inspecteur Bright va se chercher un café lorsqu'il est témoin d'un volume. Une personne masquée s'enfuit avec le portefeuille d'une femme. L'inspecteur se lance à la poursuite du voleur et le voit entrer dans un café. Lorsqu'il y pénètre, il cherche le voleur du regard, mais ne parvient pas à le trouver. La personne a dû enlever son masque. L'inspecteur dit au propriétaire du café que l'un de ses clients est un délinquant en cavale. Il consent donc à fermer son établissement pour que le détective puisse interroger les gens qui s'y trouvent. La première personne qu'il interroge est Alice. Elle déclare qu'elle se trouve dans le café depuis 3 bonnes heures et qu'elle travaillait sur son ordinateur portable. Brian dit qu'il vient tout juste d'entrer pour prendre un espresso à emporter. Catherine affirme qu'elle vient de commencer à prendre son petit déjeuner et qu'elle n'a rien remarqué de suspect. Enfin, il interroge John, le propriétaire du café. Celui-ci déclare qu'il a ouvert son commerce à 7 heures du matin et qu'il n'a pas quitté les lieux depuis. L'inspecteur Bright comprend tout de suite qui a fait le coup. Et toi, peux-tu deviner de qui il s'agit? C'est Alice. Elle prétend qu'elle se trouve dans le café depuis 3 heures. Mais celui-ci n'a ouvert qu'à 7 heures. Au bureau, Bright reçoit un étrange SMS de son collègue Harry. Le texto dit « Zorro est le film de l'année. On annonce de l'orage. Opération choucroute. » Ce texto énigmatique laisse penser au détective qu'il doit y avoir un message caché à l'intérieur. Après quelques minutes, il trouve un mot dissimulé dans le message. Peux-tu deviner de quoi il s'agit ? Si tu es attentif, les premières lettres de chaque ligne peuvent être combinées pour former le mot zoo. Très vite, Bright attrape ses affaires et se rend au zoo local. Il arrive au zoo et remarque tout de suite l'entrée d'un passage secret. Ce passage le conduit à un réseau de tunnels souterrains. À l'entrée du premier tunnel, grouillent des rats malades. À l'entrée du deuxième tunnel, quelqu'un a placé une bombe qui doit exploser d'ici 5 minutes. Quant à l'entrée du dernier tunnel, elle baigne dans un gaz toxique. Quel tunnel doit-il choisir ? Le deuxième, bien entendu. Il a tout le temps de passer avant que l'explosion ne se produise. Au bout du tunnel, il se retrouve dans une pièce sombre. Dès qu'il y entre, la porte se referme derrière lui. Il semble qu'il soit prisonnier. La pièce est vide, à l'exception d'une seconde porte à l'autre bout de la pièce. Elle est fermée par une serrure à combinaison de lettres. Au mur est accroché un bout de papier sur lequel on peut lire l'indice suivant. P plus 3, N-1, B-1, N plus 4.
S+1. Quel est le mot de passe? Il faut un certain temps à Bright pour comprendre, mais il parvient à déchiffrer le code. Le mot de passe est SMART. La clé de cette énigme se cache dans l'alphabet. P plus les 3 lettres suivantes nous donnent SN-. 1 lettre nous donne monsieur, et ainsi de suite. Ouf, la porte finit par s'ouvrir et le conduit dans une autre pièce, où il retrouve enfin Harry. L'inspecteur Bright détache son collègue et lui dit qu'il va les sortir de ce pétrin. Mais en regardant autour de lui, il s'aperçoit qu'il se trouve au fond d'un puits très profond. En levant les yeux, il parvient à distinguer le bleu du ciel, mais il semble qu'il n'y ait aucune issue. Soudain, les 2 détectives sentent de la terre leur tomber sur la tête, et ils craignent de finir ensevelis dans la boue. Toutefois, au bout d'1 heure, les 2 hommes ressortent vivants du puits. Comment ont-ils réussi à s'en sortir ? Ils sont parvenus à tasser la boue qui tombait dans le puits. De cette façon, ils se sont rapprochés de plus en plus de la surface, jusqu'à ce qu'ils parviennent à escalader le rebord et à s'enfuir. C'est tout pour les aventures de l'inspecteur Bright aujourd'hui. On peut dire que c'était une sacrée journée. Un jour, Jim part en voyage d'affaires en Europe. Il manque beaucoup à Jill, qui l'appelle. Elle demande à Jim de prendre un selfie et de le lui envoyer. Il accepte. Dès qu'elle voit la photo, Jill est furieuse. « Tu es un menteur !» Comment Jill a-t-elle compris? L'Europe et les États-Unis ont des fuseaux horaires différents. Mais sur la photo de Jim, il est midi. C'est l'heure américaine. Il n'a jamais quitté le pays. Peux-tu trouver un zombie sur cette photo? Par ici. Et cette station de ski? Peux-tu repérer des zombies? Bonjour. Et maintenant, voyons si tu trouves un zombie dans ce parc d'attractions. Il se cache ici. La plus grande banque de la ville a été cambriolée la nuit dernière. La police locale enquête sur l'affaire et trouve 2 suspects. Ils vont fouiller leur maison. Le policier voit un indice et devine qui est le criminel. Comment a-t-il deviné? Regardons les murs. Il y a la même photo dans les 2 maisons. Mais celle-ci est accrochée à l'envers. Il y a probablement une cachette derrière. Attrapé. Une enseignante dispose de 21 crayons de couleur, 7 rouges, 7 jaunes et 7 bleus. Elle doit les diviser en 2 piles de sorte que la première pile contienne 3 fois moins de crayons rouges que la seconde. La deuxième pile doit contenir 2 fois moins de crayons jaunes que la première. Combien de stylos bleus y a-t-il dans chaque pile? Zéro. Le professeur avait 21 crayons, pas de stylos. Peux-tu réarranger ces crayons et former 4 triangles? Pour résoudre ce mystère, tu dois sortir des sentiers battus. Voici la bonne réponse. Rendons la tâche un peu plus difficile. Peux-tu enlever seulement 2 crayons pour faire 2 carrés? Prêt à voir le résultat? Et voilà. Donna se rend dans un supermarché et remarque quelque chose d'étrange. 2 de ses femmes sont enceintes, mais l'une d'entre elles vient de voler une pastèque. Peux-tu deviner laquelle? C'est la première dame. Elle porte des talons hauts, ce qui n'est pas le genre de chaussures que portent les femmes enceintes pour se rendre au supermarché.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Cassie. Elle apporte un gâteau au travail pour le fêter avec ses collègues, Stan, Gemma et Rosie. Cassie déballe le gâteau dans la cuisine du bureau. Soudain, Mamie appelle et Cassie sort pour lui parler. Au bout d'un moment, Cassie revient et trouve son précieux gâteau d'anniversaire par terre. Elle interroge tout le monde. Stan répond « J'étais en train d'envoyer un email important, alors je n'ai pas regardé dans la cuisine. Mais je pense que c'était Gemma. Elle fait semblant d'être ton amie. » Gemma dit « Je suis allée aux toilettes pour me laver les mains. Quand je suis revenue, le gâteau était déjà par terre. » Et Rosie dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis allée de l'autre côté de la pièce pour allumer la machine à café. J'ai fait du cappuccino pour tout le monde. Qui ment ? » La machine à café est éteinte, et toutes les tasses à café sont vides. Rosie a donc menti. Elle était occupée à faire autre chose pendant l'absence de Cassie. L'inspecteur Bold s'est posé dans son café préféré. Il regarde par la fenêtre. Il aperçoit sa voisine, Zelda, qui rentre précipitamment chez elle. Ils habitent tous les deux à côté du café. Soudain, Zelda revient en courant et s'approche du détective. Zelda, s'il vous plaît, aidez-moi. Mon appartement a été cambriolé pendant que j'étais sorti. Je n'ai rien touché. J'ai juste couru jusqu'ici pour vous trouver. L'inspecteur Bold se rend sur les lieux du crime. Il regarde autour de lui et dit « Arrêtez de me prendre pour un imbécile, Zelda. Il n'y a pas eu de cambriolage. Comment l'a-t-il su ?» Regarde ce parapluie. Zelda l'emportait avec elle lorsqu'elle rentrait précipitamment chez elle. Mais elle a dit à l'inspecteur qu'elle n'avait rien touché sur la scène de crime. Elle a juste jeté ses affaires dans la pièce pour faire croire à un volume jette un coup d'œil à ce groupe de personnes bizarres. L'une d'entre elles est un véritable vampire. Peux-tu deviner qui est-ce ? C'est le deuxième. Le premier a du mal à boire cette boisson rougeâtre. La dame porte juste un costume de cosplay. Et le gars à droite prend un selfie, ce qui signifie qu'il apparaît sur la caméra. C'est donc un être. Jeff appelle la police tôt le matin. Mon voisin a coupé un arbre sur ma voiture. Un policier arrive bientôt. Que s'est-il passé ? Jeff. Mon voisin et moi nous sommes disputés hier soir. Quand j'étais prêt à aller me coucher, je l'ai vu devant ma voiture. Le matin, je suis sorti pour aller travailler et j'ai vu ça. Ma voiture est assez vieille. Mais il doit quand même payer un dédommagement pour les dégâts. Le policier interroge le voisin de Jeff. Il dit « Jeff est un peu bizarre. Il cherche toujours à se disputer sans raison. Je n'ai pas touché à sa voiture. J'ai dormi toute la nuit. » Le policier examine la voiture. Il comprend immédiatement lequel des voisins a menti. Qui a coupé l'arbre ? Peux-tu le deviner ? Jeff. Il a coupé l'arbre avec cette hache. Puis il a essayé de faire porter le chapeau à son voisin pour lui soutirer de l'argent. Mike est astronaute. Son équipe est composée de 2 autres personnes. Ce sont des jumeaux, Rob et Bob. Ils vont sur Mars pendant 1 mois pour étudier les formes de vie locales. Le temps passe vite et aujourd'hui, ils doivent retourner sur Terre. Mike va saluer sa petite équipe, mais il trouve 6 personnes identiques dans le vaisseau spatial. Mike se rend compte que les Martiens peuvent prendre n'importe quelle forme. Qui doit-il ramener sur Terre ? Cet astronaute a 3 doigts. La couleur des cheveux de ce type est différente. Cet imposteur a oublié de mettre des oreilles humaines. Et ce type a une couleur d'yeux différente. Les vrais Bob et Rob sont ici. Qu'est-ce qui ne va pas ? Le gardien tient une raquette de tennis. De plus, pourquoi a-t-on besoin de 2 palets de hockey ? Shelly télécharge une application de rencontre dans l'espoir de trouver un nouvel amour. Plusieurs garçons lui plaisent. Ils commencent à discuter et échangent des selfies. Les 3 hommes prétendent être célibataires et vivre seuls. Mais un seul d'entre eux dit la vérité. Peux-tu deviner qui ?
Le premier homme a envoyé à Shelly un selfie depuis sa salle de bain. Il porte un peignoir. Mais il y a un autre peignoir en soie accroché à l'arrière-plan. Il est rose et petit. Pourquoi en aurait-il besoin s'il vit seul? Et le deuxième homme aime visiblement les bijoux. Il porte une bague à chaque doigt, y compris à l'annulaire. Il est donc probablement marié. Seul le troisième homme dit la vérité. Et Shelly devrait lui donner une chance. Un dangereux criminel s'évade de prison. La police le poursuit. La piste les mène dans un petit village. Ils interrogent les habitants et inspectent les champs. Ils aperçoivent bientôt un fermier dans un champ de maïs. Le détective lui demande s'il a vu des étrangers suspects dans les environs. Désolé, je ne me suis pas concentré sur ce qui se passait autour de moi. J'étais trop occupé à m'occuper de mon maïs. Il va bientôt faire nuit et je dois récolter le plus vite possible. Le détective comprend immédiatement que ce type est le criminel en fuite recherché. Comment? Le maïs ne se récolte pas comme ça. Il ne peut donc pas être un vrai agriculteur. Vois-tu des détails bizarres? Le téléphone est débranché et il manque un clavier à l'ordinateur portable. Vois-tu quelque chose de bizarre? Jette un coup d'œil à ce type. Son style de pêche est assez bizarre. Qu'en est-il de cette scène? Que font-ils de mal? Cette dame patine sur le trottoir. Becky a assisté à la réunion des anciens élèves de son lycée le week-end dernier. Tous ses amis semblent avoir réussi leur vie. Connor s'est présenté vêtu de vêtements de marque coûteuse. Mathilda avait non seulement un, mais 2 smartphones dernier cri. Tom est arrivé dans une voiture de sport de luxe. Et Beth portait une montre de luxe au poignet. Regarde bien les amis de Becky. Peux-tu dire qui est vraiment riche? Voyons voir. Si tu regardes bien, Connor n'a pas enlevé les étiquettes de ses vêtements. Cela signifie probablement qu'il a l'intention de les rendre après la réunion. Les téléphones de Mathilda sont faux. Regarde l'étiquette, c'est juste une copie de la marque originale. Et la montre de Beth est beaucoup plus grande que son poignet. Ce qui signifie qu'elle ne lui appartient pas vraiment. Tom est donc probablement la personne la plus riche de la réunion. Le groupe préféré d'Amy est en ville, et elle veut vraiment aller à leur concert. Elle demande à sa belle-mère si elle peut y aller, mais celle-ci lui répond qu'elle ne la laissera s'y rendre que si Amy fait une série de choses pour elle. La première demande de la belle-mère est qu'Amy lui apporte de l'eau dans une passoire. Pour y parvenir, Amy doit sortir des sentiers battus. Peux-tu aider Amy à trouver un moyen d'y parvenir? Amy doit congeler de l'eau et mettre les cubes dans la passoire. Techniquement, l'eau congelée reste de l'eau, pas vrai? Ensuite, la belle-mère demande à Amy de lui choisir la robe de soirée parfaite. Amy entre dans le placard de sa belle-mère et y trouve 3 robes. Une rouge, une verte et une bleue. Regarde la photo. Quelle robe Amy doit-elle choisir? Si tu regardes bien, le bouton de la robe bleue est sur le point de se détacher. La robe verte a une grosse tache de peinture, et Amy devrait donc choisir la robe rouge. Avant qu'Amy ne puisse porter la robe à sa belle-mère, la femme entre dans la pièce. Elle voit la tache sur la robe et commence à gronder Amy. « Comment as-tu pu faire ça à ma robe ?» Mais Amy dit qu'elle n'a rien fait de mal, et que la peinture était déjà là quand elle est entrée dans le placard. La belle-mère demande à Amy de trouver le coupable. Si elle parvient à découvrir qui a taché sa robe, Amy pourra aller au concert. Les 3 principales suspectes sont les demi-sœurs d'Amy. Ella, Bella et Gabriella. Elles n'aiment pas Amy. Il est donc probable que l'une d'entre elles ait éclaboussé de peinture la robe de leur mère pour la piéger. Lorsque les demi-sœurs sont absentes, Amy se faufile dans leur chambre pour essayer de trouver la coupable. Jette un coup d'œil à la chambre. Le premier lit appartient à Ella. Le deuxième est celui de Bella. Et le troisième lit appartient à Gabriella. Peux-tu dire qui a fait ça?
C'est Gabriella. Son lit est le troisième à gauche. Et si tu regardes bien, il y a un seau de peinture en dessous. Emily et Barbara se préparent pour une soirée entre filles. Elles se maquillent et se coiffent. Elles ont des goûts assez proches et leurs affaires se ressemblent. Mais l'une d'entre elles a plus d'argent que l'autre. En regardant l'image, Peux-tu dire laquelle a les choses les plus chères? regarde Barbara. Sa robe te donne la réponse, puisqu'il s'agit manifestement d'une contrefaçon. C'est donc Emily qui porte les vêtements les plus chers. Dès son arrivée à Paris, Harry se promène dans les rues pour trouver un endroit où loger. Il trouve un joli petit hôtel et décide d'y entrer. Grosse erreur? Pourquoi? Regarde la fenêtre du dernier étage. On dirait qu'il y a un fantôme. Mince alors. À sa place, je me chercherai un autre endroit où loger. Après avoir trouvé un meilleur hôtel, il décide d'aller déjeuner. Il commande une soupe à l'oignon classique. Mais lorsque son plat arrive, il est rempli de cafards. Il appelle le gérant du restaurant pour lui raconter l'incident. Le gérant lui répond « C'est inacceptable. Je vais trouver la personne qui a fait ça et la renvoyer immédiatement. » Il y a 3 suspects. Le cuisinier déclare qu'il a préparé la soupe comme d'habitude. Elle était correcte lorsqu'il l'a passée au serveur. Le serveur dit qu'il n'a pas touché à la soupe. Il l'a juste servie à Harry et s'est dépêché de prendre la commande d'une autre table. Le directeur a également interrogé l'homme de ménage qui a déclaré qu'il avait passé les dernières heures à nettoyer les toilettes et qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Peux-tu dire qui est coupable? Personne. Regarde le système de ventilation. Il est plein de cafards. Ils ont dû en sortir et tomber dans la soupe de Harry. C'est dégoûtant. 3 passagers se trouvent dans la classe affaires d'un volume international à destination de Rome. Observe ces 3 personnes. La première dame a l'air bien habillée. Elle porte un sac à main de luxe et envoie des SMS sur son téléphone coûteux. Le type au milieu travaille sur des graphiques boursiers sur son ordinateur portable. Quant à la troisième, elle savoure une tasse de café, tout en lisant un article du Financial Times. Peux-tu dire laquelle est vraiment milliardaire? Voyons ce qu'il en estimate. Cette femme a l'air bien habillée, mais si tu regardes l'étiquette de ses vêtements, tu verras qu'elle indique 100% polyester. Il est peu probable qu'un milliardaire porte ce genre de vêtements. Le type qui travaille sur des graphiques boursiers porte de vieilles chaussures déchirées. Je doute que ce soit un choix de mode, donc il n'est probablement pas milliardaire. Il ne reste plus que le dernier. Si tu regardes bien, l'article qu'il est en train de lire parle de lui. Le titre de l'article est le suivant. Le nouveau milliardaire du monde. Je pense que nous avons trouvé notre homme, hein? L'inspecteur Smith est appelé à enquêter sur un cambriolage au musée de la ville. Un diamant d'une valeur inestimable a disparu et le voleur n'a laissé aucune trace. Après avoir analysé les caméras de sécurité du musée, l'inspecteur Smith a identifié 3 suspects. Le gardien, le conservateur du musée et un visiteur. L'agent de sécurité a déclaré qu'il n'avait quitté son poste qu'à l'heure du déjeuner et qu'il pouvait jurer que le diamant n'avait toujours pas disparu à ce moment-là. Le conservateur du musée a passé la journée à faire visiter le musée à un groupe d'étrangers. Ils sont venus voir le diamant au début de la visite, et il brillait toujours à sa place. Le visiteur a déclaré qu'il n'était venu que pour une visite rapide, et qu'il n'avait même pas traversé l'allée Mezzi où se trouvait le diamant. Après ces 3 entretiens, l'inspecteur Smith a trouvé le voleur. Peux-tu dire de qui il s'agit ? C'était le visiteur. Tout d'abord, il connaissait l'emplacement exact du diamant à l'intérieur du musée. De plus, regarde la ficelle qu'il tripote dans sa main gauche. L'inspecteur Smith l'a tiré de sous sa manche et voilà, le diamant y était attaché. Je suppose qu'il n'a pas eu le temps de rentrer chez lui et de se débarrasser du diamant, hein? Julie et ses amis ont décidé de passer le week-end dans une cabane dans les bois. Ils sont arrivés le vendredi soir et ont passé la nuit à jouer à des jeux de société et à se raconter des histoires effrayantes. En se réveillant le samedi matin, ils ont découvert que quelqu'un avait volé toutes leurs réserves de nourriture. La vitre de la porte était brisée, mais à part cela, il n'y avait aucun signe de l'identité du coupable. Le groupe a donc décidé de fouiller les bois environnants pour voir s'ils pouvaient trouver le coupable. Observe bien la scène sur laquelle le groupe est tombé.
et vois si tu peux trouver qui a pris leur nourriture. Qu'est-ce que c'est dans le coin supérieur gauche? On dirait des empreintes d'ours, hein? Et pas seulement une, mais toute une famille d'ours. Oh, et ils ont même laissé un emballage d'Oreo sur le sol en guise de preuve. Oui, ces grizzlies étaient bien les coupables. Atlas se réveille dans le grenier d'une maison abandonnée. Il essaie de trouver un moyen de sortir de la maison. Mais tout ce qu'il trouve, c'est une pièce avec 3 portes. Chaque porte cache un danger différent. Les fenêtres et le sol derrière la première porte sont entièrement faits de verre grossissant, ce qui signifie que la lumière du soleil le brûlera probablement s'il entre. La deuxième porte cache une pièce remplie de gaz toxiques. Et derrière la troisième porte se trouve un lion affamé. Que doit faire Atlas pour s'échapper? Il devrait attendre la nuit et utiliser la première porte. Sydney a dit à sa mère que son équipe de gymnastique ira dans un camp de sport pour le week-end. Elle demande à sa mère de l'aider à préparer son sac pour le voyage. Sa mère prépare tout ce qu'elle a jugé nécessaire à sa fille. Une fois de retour du week-end, Sydney raconte à sa mère tout ce qui s'est passé pendant le voyage. Mais au cours de la conversation, elle demande à sa mère pourquoi elle ne lui avait pas rangé une brosse à dents. La mère a immédiatement compris que Sydney mentait sur l'endroit où elle était vraiment allée ce week-end-là. Comment cela se fait-il ? Parce que la mère de Sydney a bien mis une brosse à dents, mais elle l'a mise sous les vêtements de gymnastique de Sydney. Si Sydney était vraiment allée camper, elle aurait utilisé les vêtements de gymnastique et trouvé la brosse à dents. Kimberly découvre 3 sacs dans un vieux grenier ainsi qu'une note. La note disait qu'il y avait $1 million dans l'un des sacs. Elle disait aussi que les 2 autres sacs étaient remplis et vides. Elle n'avait qu'une seule chance de découvrir quel sac contenait l'argent et elle pouvait croire que l'un des messages écrits sur les sacs était vrai. Sur le premier sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Sur le deuxième sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Sur le dernier sac, on pouvait lire « L'argent est dans le deuxième sac ». Si tu étais Kimberly, quel sac choisirais-tu ? Tu dois choisir le premier sac. Si un seul des indices est vrai, l'argent se trouve dans le premier sac. La police poursuit M. Burke depuis de nombreuses années, essayant de prouver qu'il est impliqué dans des activités illicites, mais ils n'ont jamais réussi à l'attraper. Un jour, l'inspecteur Lawrence décide de faire une visite surprise au bureau de M. Burke. Dès l'arrivée de l'inspecteur, la secrétaire de M. Burke l'informe qu'il est en voyage d'affaires. L'inspecteur demande à voir le bureau de M. Burke et en prend une photo. Mais il n'a pas le droit de toucher à quoi que ce soit sans mandat. L'inspecteur Lawrence retourne donc au commissariat et obtient un mandat. Lorsqu'il retourne au bureau de M. Burke, il remarque que quelqu'un y est entré, regarde les 2 photos et essaye de comprendre ce que l'inspecteur Lawrence a vu. La lampe de bureau est inclinée et les livres sont placés à des endroits différents. Il y avait bien quelqu'un dans cette pièce. L'inspecteur Lawrence décide de fouiller tout le bureau de M. Burke. Dans une pièce, il a trouvé des empreintes de pas jusqu'au milieu de la pièce. Puis elles ont disparu. L'unique fenêtre de la pièce est ouverte. « Oh non !» s'écrie l'inspecteur Lawrence. « Je n'arrive pas à croire qu'il se soit encore échappé. » Il prend une photo de la pièce et la porte au commissariat. Là-bas, il montre la photo aux autres inspecteurs et l'un d'eux dit qu'il a résolu l'affaire. Regarde la photo. Comment l'inspecteur a-t-il résolu l'affaire ? Le détective a compris que M. Burke était un métamorphe. Cela explique pourquoi les empreintes n'ont pas atteint la fenêtre. De plus, regarde toute la nourriture pour oiseaux sur le sol. Il s'est probablement transformé en oiseau et s'est échappé. Megan est une blogueuse populaire de New York. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec sa meilleure amie, Rosie, dans son café préféré. Elles sont toutes les 2 au régime. Elles ne commandent donc qu'une tisane et une part de cheesecake au chocolat à se partager. Megan et Rosie passent un bon moment ensemble et postent des photos de leur repas. Mais 1 heure plus tard, Rosie tombe dans les pommes. Les médecins révèlent qu'elle a été empoisonnée. Jetons un coup d'œil à la photo prise par Megan. Peux-tu deviner où se trouvait le poison ?
Rosie a mis du sucre dans son thé, contrairement à Megan. Le poison se trouvait donc dans le sachet de sucre. Après s'être occupée de Rosie, Megan rentre enfin chez elle. La porte de son immeuble est munie d'une serrure à combinaison, et quelqu'un en a récemment changé le code à 4 chiffres. Fort heureusement, Megan trouve un indice collé au mur. Peux-tu l'aider à trouver le nouveau code ? Multiplie le premier et le dernier nombre, puis multiplie le deuxième et le troisième. Le code est donc 2516. Megan monte à son appartement. Il y a un magnifique coucher de soleil par la fenêtre. Elle prend 2 photos pour son Instagram. Peux-tu trouver 5 différences entre elles ? Prêt à voir toutes les différences ? Les voici. Megan décide de manger un morceau et de regarder les vidéos de ses blogueuses préférées. L'une de ces 2 femmes est millionnaire, tandis que l'autre est fauchée. Peux-tu deviner laquelle est laquelle ? C'est la seconde femme qui fait semblant d'être riche. Tu vois la tour Eiffel et Big Ben en arrière-plan ? Elle ne peut pas être à Paris et à Londres en même temps, n'est-ce pas ? Sa photo est donc truquée, de même que son train de vie fastueux. Megan reçoit des commentaires désobligeants de l'un de ses abonnés, CrazyTroll69. Mais elle ne le prend guère au sérieux. Elle passe une bonne soirée avec ses amis. Plus tard, dans la nuit, Megan rentre seule chez elle. Soudain, CrazyTroll69 surgit devant elle. Il l'attrape et la jette dans le coffre de sa voiture. Megan s'évanouit. Après un long moment, elle se réveille dans une cave et voit son ravisseur dessiner une sorte de fleur sur le sol. Il lui dit « Il manque 2 lettres ici. Devine lesquelles et je te laisserai partir. Sinon, tu resteras dans cette cave pour toujours. Peux-tu aider Megan ?» Les lettres manquantes sont M et E. Megan rentre chez elle et découvre que quelqu'un a dérobé son ordinateur portable. Ce n'est vraiment pas son jour, n'est-ce pas ? Elle appelle donc la police, qui interroge ses 3 voisins. Holly déclare « Je nettoyais mon appartement en écoutant la musique à fond. Je n'ai donc rien entendu de suspect. » Paul dit « J'ai passé les 2 dernières heures à promener mon chien. Nous venons de rentrer à la maison et tout était comme à l'accoutumée. » Et Alex répond « J'ai passé toute la journée à la maison. Je ne suis sorti qu'une fois, il y a environ 1 heure, pour sortir mes poubelles, et j'ai remarqué un drôle de type en sweat à capuche devant votre porte. Mais il est parti très vite, qui ment. » C'est Alex. Il a dit qu'il avait sorti ses ordures. Mais regarde plutôt sa poubelle, elle est encore pleine. Le lendemain, Megan reçoit de bonnes nouvelles de la police. Ils ont attrapé CrazyTroll69 et il croupit maintenant en prison. Il a toutefois insisté pour que l'officier remette ce mot à Megan. Mais elle n'a aucune idée de ce qu'il peut bien signifier. Et toi, qu'en penses-tu ? Prêt à voir la solution ? La note dit littéralement « Je m'évade à 11h ». Super, la blogueuse préférée de Megan vient de publier une vidéo intitulée « Tout ce que je mange en une journée ». Voyons si tu peux repérer quelque chose de bizarre ici. Waouh, elle garde une scie dans son frigo. Voici la vidéo suivante. Peux-tu y déceler des erreurs ? Cet arc-en-ciel est bidon. Aujourd'hui, c'est le 30 anniversaire de Megan. Cela fait des semaines qu'elle prépare une fête. Elle a acheté une belle robe, préparé de nombreux plats et décoré son appartement. Beaucoup d'amis sont invités, à commencer par Jeff, le petit ami de Megan. Peu avant la soirée, il appelle Megan pour lui dire « Je suis encore au bureau en ce moment. Ah mais je promets d'être chez toi à 8h. » Jeff rentre à la maison à 8h05. Il apporte des fleurs, un gâteau d'anniversaire et un collier de diamants. Pourtant, Megan est vraiment furieuse.
Elle lui jette ses fleurs au visage et fond en larmes. Pourquoi ? Megan s'attendait à ce qu'il arrive à 20h. Mais il est arrivé à 8h le lendemain matin. Le soir, Megan décide d'aller s'acheter une glace. Elle se dirige vers son commerçant favori au coin de la rue. Elle croise alors le propriétaire, Ted, devant sa boutique. « Un homme masqué vient de braquer mon commerce et a pris tout l'argent. » Megan explore le magasin et les étagères saccagées. Puis elle dit « Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un volume ordinaire. Le voleur a l'air de vous en vouloir personnellement. Comment le sait-elle ? » Regarde le sol de plus près. Des paquets de sel ont été déchirés. De plus, le voleur a ouvert toutes les bouteilles pour que l'huile s'écoule sur le sol. Pourquoi un voleur ordinaire perdrait-il son temps à ouvrir des bouteilles ? C'est qu'il avait clairement l'intention de causer le plus de dégâts possible. Megan emmène Ted boire un café pour lui remonter le moral. Le serveur leur apporte 2 menus identiques. Enfin, quasiment identiques. Peux-tu repérer 3 différences entre les deux ? Les voici. Megan reçoit une invitation à une soirée chic réservée aux influenceurs. Seuls ceux qui parviennent à résoudre ce labyrinthe trouveront le moyen d'y entrer. Peux-tu aider Megan à se rendre à la fête ? Elle devrait choisir la 3e voie. Megan parvient à destination. Il y a là 3 portes, toutes couvertes de graffitis. Peux-tu l'aider à deviner où se déroule la fête ? Regardons de plus près le lettrage des différentes portes. Si nous remplaçons chaque lettre par la précédente dans l'alphabet, nous obtenons fête, toilette et sortie. Megan doit donc passer par la première porte. Les agents de sécurité de la fête ont reçu un rapport. Plusieurs criminels ont l'intention de se mêler à la foule. C'est pourquoi ils examinent soigneusement les sacs de chacun. Ils isolent 3 personnes suspectes et les arrêtent. Mais l'une d'entre elles est innocente. Peux-tu deviner qui c'est ? La 2e dame transporte beaucoup trop de téléphones dans son sac. 2 smartphones et un téléphone à touche à l'ancienne. Quant au 3e homme, pourquoi un chauve aurait-il besoin de shampoing lors d'une fête ? Il semble que seule la 1re dame ne soit pas une criminelle. Megan rejoint la fête et se rend d'abord aux toilettes pour rafraîchir son maquillage. Elle y rencontre 3 jolies femmes. 2 d'entre elles sont des vampires. Peux-tu deviner qui n'en est pas une ? La dame qui se tient à côté de Megan est humaine, car elle possède un reflet. Par conséquent, les 2 autres sont des vampires. Megan veut louer un chalet confortable pour passer un week-end dans les bois. Elle consulte une application spéciale et découvre 4 options différentes. Mais seule l'une d'entre elles ne présente aucun risque. Peux-tu aider Megan à prendre la bonne décision ? La 2e maison a l'air plutôt confortable, mais un clown effrayant se cache derrière l'arbre, et le prix est étrangement bas. D'après l'encadré, la 3e maison aurait été construite il y a 9 siècles, mais elle a l'air très moderne. Il s'agit donc probablement d'une arnaque. La 4e maison est chic et high-tech, mais il semble que toutes les vitres soient brisées, ce qui n'est pas du tout sûr. Megan devrait donc opter pour la première résidence. C'est enfin le week-end. Megan prend la route pour se rendre à son chalet. En chemin, elle s'arrête pour visiter le marché local où elle décide de prendre quelques citrons. Elle voudrait payer, mais son téléphone a disparu. Megan interroge 3 personnes qui se trouvent à proximité. Kim lui répond « Je n'ai pas touché à votre téléphone. J'étais bien trop occupé à vendre mes tomates. » Magnus déclare « Je prenais des photos de mon stand pour les mettre en ligne. Voyez vous-même si vous ne me croyez pas. » Et Bianca rétorque « Je pense que c'est Kim. Ces affaires ne marchent pas très bien ces derniers temps. » Après les avoir entendus, Megan sait avec certitude qui est le voleur.
Et toi? Il suffit de regarder le panier de légumes de Magnus. Il a planqué le téléphone de Megan parmi ses carottes. Megan commande une boisson au café du coin et regarde autour d'elle. L'un des clients n'est pas humain. Peux-tu deviner qui c'est? C'est la serveuse. Elle a les yeux qui rougeoient. Peut-être qu'elle n'a pas reçu de pourboire. Molly, Holly et Sally se rendent au bal de fin d'année dans une limousine de luxe. Mais la voiture tombe en panne sur le chemin. La salle des fêtes se trouvant à proximité, les filles décident de marcher. Soudain, il se met à pleuvoir. Heureusement, les 3 femmes ont un parapluie. Mais l'une d'entre elles se mouille quand même. Peux-tu deviner qui c'est? Holly, puisque sa jupe est plus large que le diamètre de son parapluie. Enfin, les 3 demoiselles arrivent au bal de fin d'année. Toutes leurs amies sont aussi chic qu'élégantes. Léa porte des chaussures de marque très chères. Bella arbore un sac Chanel. Alice prend des selfies avec le tout dernier smartphone. Et Kim exhibe un collier de diamants resplendissant. Mais en réalité, seule l'une d'entre elles est riche. Sauras-tu deviner qui? Regarde de plus près le logo. Le sac Chanel de Bella est un faux. Les chaussures de Léa sont bien plus grandes que ses pieds. Elle les a donc probablement empruntées à quelqu'un d'autre. Quant à Alice, le smartphone qu'elle tient dans sa main n'est pas le sien. Il porte le nom de Kim. Kim est donc la personne la plus riche ici. Kim se rend sur la piste de danse. Bobby, Billy et Kenny l'invitent à danser, mais l'un d'entre eux a été mordu par un vampire. Il n'est donc pas très prudent de danser avec lui. Peux-tu deviner qui c'est? Bobby a une marque rouge sur sa chemise, mais ce n'est que du rouge à lèvres. Billy boit quelque chose de rouge, mais ce n'est qu'un punch à la cerise. En attendant, Kenny n'a tout simplement pas d'ombre. C'est donc lui le vampire. Kim se rend dans les toilettes des femmes, mais les 3 cabines sont occupées. Il y a un robot à l'intérieur de l'une d'entre elles. Peux-tu deviner où? Jetons un coup d'œil au pied de la première dame. Aïe! Elle a attrapé plein d'ampoules avec ses sandales de luxe. Elle ne peut donc pas être un robot. Quant à la 3e dame, sa pédicure est trop approximative pour être celle d'un robot. Celui-ci se trouve donc dans la 2e cabine. Bella demande à Kim de la prendre en photo. Kim prend plusieurs clichés. Peux-tu trouver de vraies différences entre eux? Les voici. Kim retourne à la fête et aperçoit un criminel en cavale parmi les invités. Peux-tu deviner qui est cette personne, toi aussi? C'est l'animateur de la soirée. Il dissimule un uniforme de prisonnier sous son costume. Lors de la fête, Bella se fait également mordre par un vampire. Kim l'emmène à l'hôpital. Elle rencontre 2 médecins dans le hall d'entrée. L'un d'entre eux est un imposteur. Peux-tu deviner de qui il s'agit? Les vrais médecins portent généralement des gants, et la femme de droite n'en porte pas. Bella pénètre dans le service hospitalier avec 3 autres personnes. L'une d'entre elles n'est pas malade. Peux-tu deviner qui? La femme de gauche semble en parfaite santé. Elle a du rouge à lèvres et une coiffure glamour. Même si son bras est cassé, cela ne signifie pas qu'elle soit malade. Kim rentre chez elle après une longue journée. Elle est très heureuse de s'offrir un bain moussant. Elle en a rêvé toute la journée après tout. Mais quelqu'un a utilisé toute la mousse. Kim interroge les membres de sa famille. Son père déclare « J'ai passé toute la journée au garage à réparer ma vieille voiture et je ne me suis pas encore rendu à la salle de bain. » Sa mère dit «
Je me suis senti malade toute la journée, alors je n'ai pas vraiment fait attention à tes produits de beauté. Et le frère de Kim dit, ce n'est pas moi qui ai pris ta mousse, mais je pense que c'est maman qui a fait le coup. Regarde de plus près la barbe du papa. Il y a des éclaboussures de mousse dessus. Pris la main dans le sac. Le lendemain soir, Kim se rend à une soirée pyjama avec ses amis. L'une d'entre elles est un loup-garou. Peux-tu deviner qui c'est? Ce mec-là est un loup-garou. Regarde juste ses griffes. Oh no. Kim met de l'argent dans une cachette secrète dans sa chambre et part chez sa grand-mère. Quelques jours plus tard, Kim revient et se rend compte que quelqu'un a volé son argent. Comment l'a-t-elle deviné? La cachette de Kim était dans ce livre, lequel se trouvait sur l'étagère quand elle est partie. Et maintenant, le livre a disparu. Kim se précipite dans le salon et crie à sa famille. « Qui a volé mon livre ?» Tous jurent qu'ils n'ont rien à voir avec le volume, mais Kim repère tout de suite le voleur. « Et toi, l'as-tu repéré ?» C'est son frère. Il a utilisé le livre comme support pour sa console de jeu. Kim regarde un programme télévisé sur les sports extrêmes. Peux-tu l'aider à deviner lequel de ces deux sportifs a le plus de chances de survivre? Celui qui tombe dans la neige a plus de chances de s'en tirer. Une chute dans l'eau peut être faire très mal, et il lui faudra encore sortir de l'océan. Le père de Kim veut acheter un bateau. Son agent organise un rendez-vous avec 3 personnes. Chacune d'entre elles raconte brièvement l'histoire de son embarcation. Karen dit « Mon mari m'a offert ce bateau il y a 5 ans en guise de cadeau de mariage. C'est pourquoi il porte mon nom. Mais maintenant, je veux le vendre parce que nous ne l'utilisons jamais. » Charles déclare « J'ai hérité ce bateau de mon père. Il fonctionne très bien. Mais je n'en ai plus l'usage parce que je pars à l'étranger. » Et Liam dit « J'ai construit ce bateau tout seul. Mais maintenant, j'en construis un encore plus grand. J'aimerais donc le vendre pour avoir un peu d'argent. » L'un des vendeurs ment. Sauras-tu trouver qui? Regarde de plus près le premier bateau. Il s'appelle Karma et non Karen. C'est donc elle, la menteuse. Oh. Kim se rend à la quincaillerie voisine pour acheter quelque chose pour sa maison. Kim demande « Combien pour un ?» Le commerçant répond « C'est 2 €. Puis Kim demande « Combien pour 11 ?» Le commerçant répond « C'est 4 €. Enfin, Kim demande « Combien pour 100 ?» Le commerçant répond « 6 €. Qu'est-ce que Kim souhaite acheter? Elle achète un numéro pour son adresse. Chaque chiffre coûte 2 €. Le chat de Kim, Poupette, s'est enfui. Elle l'a cherché dans la forêt toute la soirée. Finalement, elle se lasse et rentre chez elle. Mais soudain, elle aperçoit la maison d'une sorcière sur son chemin. Kim entre et fait face à la sorcière. Poupette est assise sur ses genoux. La sorcière lui dit « Je libérerai ton chat si tu résous mon énigme. J'ai 2 amies qui sont de vraies jumelles. Emma est née en Zweitos-André et Gemma en Zweitos-Envier. Comment est-ce possible ?» Ce sont bien des jumelles. Mais elles sont nées la nuit du Nouvel An. Emma est née juste avant minuit et Gemma juste après minuit. Le lendemain, Kim rencontre un beau garçon qui aime les énigmes. Elle lui demande son nom. Mais au lieu de répondre directement, il écrit une date sur un morceau de papier. Peux-tu aider Kim à trouver son nom ? Chaque chiffre correspond à une lettre de l'alphabet. Il s'appelle donc Théo.
Théo invite Kim à une exposition d'art contemporain. Regarde ces carrés. Lequel est le plus grand, le jaune ou le vert? Tous ces carrés noirs et blancs brouillent tous généralement la perception. Mais il devient évident que le carré vert est plus grand que le jaune si on en fait abstraction. Kim et Théo se promènent dans un village abandonné. Ils voient un panneau menant à un célèbre château hanté. Il y a 4 itinéraires possibles, mais un seul d'entre eux les mènera à bon port. Peux-tu trouver le bon chemin? Il est beaucoup plus facile de démêler ce labyrinthe si l'on commence à tracer le chemin à partir de la destination finale. Il devrait prendre la route B. Enfin, Kim et Théo trouvent le château. Ils entrent dans le bâtiment et voient un salon luxueux. 6 zombies se cachent dans celui-ci. Peux-tu les repérer? Les voilà tous. Nos valeureux héros prennent leurs jambes à leur cou et se cachent coincés dans le sous-sol. Ils se promènent un peu et aperçoivent 3 portes. Soudain, le sous-sol commence à se remplir d'eau. Kim et Théo doivent choisir rapidement une porte pour s'échapper. Mais chaque porte leur réserve une surprise. Derrière la première porte, il y a un aquarium rempli de requins. Derrière la deuxième porte, il y a un trou profond, garni de coraux tranchants et venimeux. Et derrière la troisième porte, il y a un aquarium rempli de piranhas. Quelle porte est plus ou moins sûre? C'est la deuxième porte. Le sous-sol est plein d'eau. Ils pourront donc nager au-dessus des coraux. C'est l'anniversaire de Lily et Léa a proposé de lui offrir une journée en thalasso. Elles arrivent au merveilleux spa du Lotus Rose pour leur journée de soins et sont dirigées vers des chambres différentes. L'une des 2 femmes reçoit un message anonyme sur son téléphone qui lui dit « Faites attention, regarde l'image. Peux-tu deviner laquelle de nos amies est en danger ?» C'est Lily. La boisson sur le plateau du serveur est très certainement empoisonnée. Elle devrait quitter cet endroit aussi vite que possible. Jonas se réveille dans une réalité parallèle. D'ordinaire, il est un étudiant brillant, mais dans cette réalité-ci, il est plutôt mauvais élève. Son professeur l'a collé en retenue pour voir si ses notes allaient s'améliorer. Pendant les heures de colle, il lui faut résoudre des énigmes. Et pour chaque énigme résolue, il reçoit des points qui l'aident à améliorer ses notes. Sa première tâche consiste à trouver la différence entre ces 2 images. Mais il n'a que quelques secondes pour le faire. Peux-tu lui venir en aide? Eh oui, sur l'image de droite, il n'y a pas de gribouillis sur le papier. Pour son prochain défi de retenue, Jonas est censé repérer la différence entre ces 2 lapins qui roulent en moto. Ne te pose pas trop de questions. Contente-toi juste de l'aider. Tout à fait. C'était le casque depuis le début. Diana est une championne de natation qui se prépare pour sa compétition du lundi. 24 heures avant le grand jour, elle disparaît. Personne ne parvient à la retrouver. Sa mère appelle donc la police et leur demande d'enquêter sur la disparition. Ils isolent 3 suspectes. Toutes 3 sont des nageuses. Anna affirme qu'elle n'a pas parlé à Diana depuis leur dernier entraînement. Ashley explique qu'elle a invité Diana à déjeuner samedi, mais que cette dernière a décliné l'invitation parce qu'elle avait rendez-vous chez le coiffeur en vue de la compétition. Mélanie confie qu'elle a parlé à Diana la nuit précédente. Elle lui a fait part de son anxiété à l'approche de l'épreuve. L'une de ces nageuses ment. Qui est la menteuse? Il semble évident qu'il s'agit d'Ashley. Ça n'a absolument aucun sens pour une nageuse de se faire coiffer juste avant une rencontre de natation. Tout le monde aura les cheveux mouillés de toute façon. Daniel travaille comme marin à bord d'un grand paquebot de croisière. Un jour, le capitaine lui demande d'aller chercher des provisions sur le pont inférieur du navire. Mais alors que notre homme emprunte la passerelle, celle-ci se brise et il tombe lourdement sur le sol. Il a beau essayer, il ne parvient pas à remonter.
Et pour couronner le tout, la situation est bien plus grave qu'il ne le pensait. La coque du bateau est percée et l'eau commence à s'infiltrer dans les ponts inférieurs. Regarde bien tout autour. Daniel peut-il faire quoi que ce soit pour sauver sa peau? Il peut se contenter d'enfiler un gilet de sauvetage et attendre que l'eau inonde le pont inférieur. Il flottera simplement vers le haut et pourra ensuite remonter les escaliers. Je veux dire, si le bateau ne subit pas le même sort que le Titanic, n'est-ce pas? Amélie explore le placard de sa grand-mère lorsqu'elle tombe sur quelque chose de proprement incroyable. Une machine à remonter le temps. Elle règle la date sur le XVIe siècle et appuie sur « Marche ». Elle passe la journée à arpenter le marché local, mais les gens ne cessent de la dévisager avec insistance. Un vieil homme s'approche d'elle et lui dit qu'il sait qu'elle est une voyageuse temporelle. Il l'enferme dans sa cave et lui dit qu'il va chercher où elle a caché sa machine à voyager dans le temps. Amélie est dépitée de s'être fait attraper et elle craint de ne jamais pouvoir retourner à sa vraie vie. C'est alors qu'elle remarque qu'un vieux piano se trouve au sous-sol. As-tu une idée de la façon dont Amélie peut utiliser ce piano pour s'échapper ? La réponse n'est pas évidente, mais quoi de mieux qu'une clé de sol pour s'échapper d'une cave? Tu as décidé de partir à l'aventure, alors tu enfiles ton sac à dos et tu pars faire une randonnée sur le sentier des Appalaches. Mais comme c'est la première fois que tu fais une randonnée de ta vie, tu as très mal préparé ton coup. Ton eau ne t'a duré qu'une seule journée et tu as eu besoin de te réapprovisionner. Devant toi se trouvent 4 points d'eau, un étang, un lac, un cactus bien juteux et un ruisseau. À quelle source ferais-tu mieux de boire? La plupart des cactus sont toxiques. Mieux vaut donc passer ton chemin. Les eaux des étangs et des lacs sont des eaux stagnantes, ce qui signifie qu'elles peuvent être remplies d'organismes nocifs pour ta santé. Il ne te reste donc plus que l'eau du ruisseau. Et voilà, le tour est joué. Il se fait tard et tu te rends compte que tu es perdu au milieu de la forêt. Le GPS de ton téléphone ne fonctionne pas et tu te trouves à un embranchement. Tu as le choix entre 4 chemins qui mènent respectivement au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Le chemin qui se dirige vers le nord te mènera à un trou noir. La route qui mène au sud traverse un lac rempli d'énormes requins-baleines. Celle qui mène à l'est est fendue d'un immense cratère. Enfin, le chemin qui mène à l'ouest te conduira à une montagne aussi haute que les nuages et qu'il est impossible d'escalader. Quel chemin devrais-tu choisir? Tu ferais mieux de te diriger vers le sud. Les requins-baleines ne représentent aucune menace pour l'homme et il n'est probablement même pas vrai qu'ils s'en trouvent à l'intérieur de ce lac. Ce sont des créatures marines, après tout. Harry a passé les 2 dernières semaines en Égypte à explorer les anciennes pyramides. Il est archéologue et cherche à faire des découvertes révolutionnaires sur l'histoire des momies. À l'intérieur d'une des pyramides, il découvre une chambre secrète. Sur les murs de cette chambre est écrit ceci. Si l'on répond correctement, un secret ancien sera révélé. Et juste en dessous, Harry remarque une énigme. La prochaine réponse à s'échapper de vos lèvres devrait être le nom de cette créature enveloppée de bandelettes. Peux-tu deviner ce qu'Harry devrait répondre? C'est une momie. Il doit tout simplement prononcer le mot « momie ». Tom s'est évadé de prison en creusant un long tunnel à travers le sol de sa cellule. Cela fait 3 heures qu'il rampe dans le conduit souterrain lorsqu'il s'aperçoit soudain que le tunnel principal se divise en 3 tunnels plus petits. Le premier tunnel est en feu. Le deuxième tunnel abrite un nid de serpents venimeux et le troisième est rempli d'explosifs. Quel tunnel Tom devrait-il emprunter pour poursuivre son évasion? Il devrait choisir le tunnel qui est en feu. Il pourra éteindre les flammes avec le sable qui se trouve par terre et se frayer un chemin jusqu'à la liberté. Sidonie voulait assister au concert de son groupe préféré. Mais elle n'a pas assez d'argent pour acheter les billets. La station de radio locale organise un concours, dont le gagnant remportera des billets pour le concert. Tout ce qu'elle a à faire, c'est répondre correctement à leur énigme.
Elle appelle donc la station de radio qui lui pose la question suivante. Tous les soirs, on me dit ce que je dois faire. Et chaque matin, je fais ce qu'on me demande. Mais je ne peux toujours pas échapper à vos réprimandes. Que suis-je? Sidonie remporte les billets. Peux-tu deviner ce qu'elle a bien pu répondre? La bonne réponse est un réveil. Cela sonne tout à fait juste, n'est-ce pas? Amy se réveille sur une île au beau milieu de nulle part. Elle cherche partout quelque chose qui pourrait l'aider à s'échapper. Que trouve-t-elle? Rien du tout. Les jours suivants, elle continue à chercher quelque chose qui pourrait lui donner la moindre indication et finit par tomber sur 3 morceaux de papier déchirés qui pourraient être rassemblés pour n'en faire qu'un seul. Elle assemble donc le tout et parvient à s'échapper de l'île par la mer, sans autre ressource que les choses qu'elle a trouvées sur l'île. Peux-tu comprendre comment elle a réussi à y parvenir? Celle-ci est délicate. Rien du tout n'est autre que le nom du bateau qu'elle a trouvé abandonné sur l'île. Ensuite, elle a trouvé ces morceaux de papier déchirés qui, ensemble, formaient une carte. La carte l'a guidée jusqu'à l'île habitée la plus proche, et le bateau l'a aidée à traverser la mer. Mirabelle se rend au stand de charcuterie de son père et lui demande un sandwich à emporter. En regardant sur sa droite, elle remarque quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Regarde cette image. Peux-tu repérer ce que c'est? Il y a une tortue qui se cache sous le comptoir. C'est inhabituel pour une charcuterie. Le musée d'art moderne de la ville vient d'être cambriolé. Un tableau inestimable de l'artiste de renom Floyd B. a disparu pendant la nuit. Le directeur du musée a appelé l'inspecteur Pressfield à l'aide. Dès son arrivée au musée, celui-ci demande à voir les images de sécurité de la nuit précédente. Il identifie 3 personnes suspectes qui regardent le tableau plus longtemps que d'habitude. La première personne, vêtue d'une veste bleue, est entrée par l'entrée principale du musée. La caméra de sécurité l'a filmée en train de regarder le tableau sous plusieurs angles, comme si elle le mesurait. La deuxième personne, portant un shawl rouge, a quitté le musée par la sortie latérale, ce qui est assez suspect. Enfin, la dernière personne, qui portait un masque noir, a passé un long moment à regarder le plafond du musée, essayant d'identifier l'emplacement des caméras de sécurité. Regarde les images. Peux-tu deviner qui est le plus susceptible d'être le voleur? C'est la dernière personne. Il portait un masque et a passé des heures à essayer d'identifier les caméras de sécurité. Après cela, il n'y avait plus d'images. Ce qui signifie probablement qu'il a réussi à quitter le musée avec la peinture inestimable. Samantha et Joanna étaient reprises dans la file d'attente du contrôle de sécurité de l'aéroport de Blue Ridge. Un agent de sécurité les a trouvées suspectes et leur a demandé de patienter pendant qu'il analysait les images radiographiques. Jette un coup d'œil aux 2 femmes. En toi cache vraiment quelque chose. Samantha a un visage suspicieux, mais elle veut probablement aller aux toilettes ou quelque chose comme ça. Quant à Joanna, elle cache sans aucun doute un truc sous son chandail. Si elle avait vraiment été enceinte, elle aurait utilisé la ligne préférentielle. Et regarde comme elle transpire. Elle a probablement peur de se faire prendre. Dans la vallée de l'Est, il y a un magnifique ancien royaume connu sous le nom de Pietra. L'un des symboles les plus précieux de la ville est un joyau de grande valeur qui est toujours exposé lors des festivités de la ville. Cette année, au cours de la dernière fête, un événement tragique s'est produit. Le bijou de la ville a disparu. Le roi était dévasté et furieux qu'un artefact aussi ancien ait été volé. Il a rapidement fait appel à l'enquêteur officiel du royaume pour qu'il l'aide à découvrir qui a pu voler le bijou. Le coupable devait être déclaré responsable de son volume devant tout le royaume. Il y avait beaucoup de monde à la fête, mais l'enquêteur a réduit le nombre de suspects à 4 personnes. Amelia dit avoir vu quelque chose d'étrange après la présentation du barde. Elle a vu que Benjamin avait pris le bijou et l'avait remis à Carole. Mais Ben a dit qu'il ne s'était pas approché du bijou,
parce qu'il travaillait sur l'un des stands pendant la foire. Carole dit qu'elle s'est approchée du bijou, mais qu'elle l'a seulement admiré de près. Quant à Daniel, il jure avoir vu Carole porter le bijou, mais ne pas l'avoir vu le prendre. Sur la base de ces témoignages, l'enquêteur n'a eu aucun mal à trouver le coupable. Peux-tu en faire autant ? C'était Carole. Presque tout le monde pensait qu'elle était impliquée dans le crime. Et en plus, si tu zoomes sur son sac, tu verras quelque chose de pointu. On dirait bien un bijou, non ? Le seul magasin de location de DVV de la ville a été victime d'un volume la nuit dernière. Le propriétaire du magasin a appelé le poste de police pour signaler le crime. L'inspecteur n'en croyait pas ses oreilles. Après tout, pourquoi quelqu'un volerait-il un DVD alors qu'il y a tant de chaînes de streaming de nos jours ? L'inspecteur a demandé à voir les images de la caméra de sécurité et a identifié 3 suspects principaux. Sarah est une femme d'âge moyen. Elle dit qu'elle possède encore un lecteur de DVD et qu'elle préfère regarder des films à l'ancienne. Ce qui explique qu'elle loue régulièrement des films au magasin. Alex est un réalisateur de films à la retraite depuis peu et l'un de ses passe-temps favoris est d'aller au magasin. Il a dit qu'il n'avait rien remarqué d'étrange la veille, à l'exception d'un adolescent entré par hasard dans le magasin. David était adolescent et passait des heures seul dans le magasin. Il a dit qu'il faisait des recherches pour l'école, mais il jure qu'il n'a rien pris. Peux-tu dire qui a fait ça ? C'était David. La vidéo de sécurité l'a surpris dans la section réservée aux adultes du magasin. Il a dû voler le DVD en pensant que le propriétaire du magasin ne le lui vendrait pas. Il existe un vieux musée qui ne présente que des objets égyptiens anciens. Un jour, Suzanne, une étudiante en anthropologie, s'est rendue au musée pour étudier certains des objets d'art exposés. Elle est entrée dans une salle remplie de colliers, de bracelets et de boucles d'oreilles. Elle a photographié tous les détails qu'elle jugeait importants pour ses recherches, quand quelque chose a attiré son attention. Regarde l'image. Peux-tu deviner de quoi il s'agit ? Regarde ces boucles d'oreilles. Elles ont l'air totalement fausses. De plus, elles portent une petite étiquette de prix. Les boucles d'oreilles originales ne sont absolument pas à leur place. Suzanne a signalé le crime au directeur du musée. Celui-ci a immédiatement informé la sécurité du musée et a ouvert une enquête. Suzanne figurait sur la liste initiale des suspects, mais après vérification des images de sécurité du musée, elle a été relâchée. La sécurité du musée a identifié 3 principaux suspects. L'un des gardiens du musée, l'un des étudiants de l'école d'archéologie du musée et un visiteur. Le visiteur a déclaré qu'il n'était venu que pour une visite rapide. Il a dit qu'il avait vu les boucles d'oreilles, mais qu'elles lui semblaient assez originales. L'agent de sécurité a dit qu'il n'avait rien vu d'étrange ces derniers jours. Tout était en ordre. Quant à l'étudiant, il a déclaré qu'il avait étudié la boucle d'oreille en classe, mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion de la voir avant qu'elle ne soit volée. Très vite, la sécurité du musée a trouvé le coupable. Peux-tu dire de qui il s'agit ? C'était le visiteur. Lorsque la sécurité est allée enquêter sur les suspects, elle n'a jamais mentionné que la boucle d'oreille originale avait été échangée contre une fausse. Le fait qu'il savait qu'il existait une version originale signifie que c'est lui qui les a échangées. Maya travaillait sur sa dernière œuvre d'art, commandée par une galerie haut de gamme de la ville. Soudain, toutes les lumières de son atelier se sont éteintes, et comme il faisait nuit, elle s'est retrouvée dans le noir. Elle a entendu des pas s'approcher de la porte de l'atelier, et l'instant d'après, elle s'est sentie étourdie. Maya s'est évanouie et s'est réveillée dans une petite pièce où il n'y avait rien d'autre qu'une porte métallique. Elle a essayé d'ouvrir la porte, mais celle-ci était verrouillée. C'est alors qu'elle a remarqué qu'à côté de la porte, il y avait un petit appareil sur lequel apparaissait un signe rouge demandant un mot de passe. Sous le dispositif,
Il y avait un morceau de papier avec l'indice suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il lui a fallu un certain temps pour comprendre ce que cela signifiait. Elle a lu la note à haute voix plusieurs fois avant de trouver le mot de passe. Peux-tu deviner le mot de passe qu'elle a tapé dans l'appareil ? Voici comment cela fonctionne. Maya devait taper une fois le chiffre 2, 3 fois le chiffre 4, 5 fois le chiffre 6 et 7 fois le chiffre 8. La lecture à haute voix était la clé pour résoudre ce problème. Ouf!